Bonjour à tous, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour les managers. Bonjour et bienvenue dans l'univers de ProductiveU, votre espace dédié à l'efficacité personnelle et professionnelle. Je suis Priscille Livenet, formatrice, coach et consultante, l'animatrice de ce podcast. Vous êtes manager, cadre, dirigeant ou entrepreneur, vous êtes exactement où vous devez être. Ici, nous ne parlons pas seulement de productivité, mais aussi de comment être un manager ou entrepreneur qui cherche sans cesse à s'améliorer. C'est pourquoi, non seulement vous trouverez ici des supports pour vous aider à être efficace, mais aussi des outils de coaching, de management et d'organisation applicables dans différents aspects de votre vie. Nous explorons des méthodes éprouvées, des réflexions enrichissantes et des astuces pratiques pour vous aider à briller dans votre rôle, tout en prenant soin de vous et de ceux qui vous entourent. Retrouverez toutes les notes et les ressources de chaque épisode sur notre blog productiveu.com dans la section podcast. Si ce que vous entendez résonne en vous, partagez ce podcast, likez la vidéo et laissez-nous une belle revue sur Apple Podcast. Cela nous permettra de nous connecter avec encore plus de personnes extraordinaires comme vous. Pour une dose d'inspiration, suivez-nous sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Et si vous êtes prête à franchir une nouvelle étape, découvrez nos offres de coaching et de formation personnalisées en management, gestion du temps et organisation. Pour en discuter, envoyez-moi un mail à contact@priscillelivenet.com ou réservez un entretien découverte gratuit de 30 minutes via le lien dans les notes de cet épisode. Alors respirez profondément, souriez et préparez-vous à enrichir votre vie professionnelle et personnelle. C'est parti! Alors effectivement, l'intelligence artificielle, on en entend parler à longueur de journée, à moins que vous habitiez dans une grotte, je ne sais même pas dans quelle grotte d'ailleurs vous n'auriez pu ne pas être touché par l'IA, mais c'est absolument partout. Alors entre les bonnes nouvelles de l'IA qui permet de trouver des nouveaux traitements, des nouveaux matériaux, etc. Les moins bonnes, les deepfakes qui sortent dans tous les sens et pas des plus glorieux grâce à l'IA, on a un petit peu de tout. Au milieu de ça, il y a ce qu'on en fait au quotidien, ce qu'on peut en faire au quotidien. Et personnellement, moi je l'utilise depuis plus d'un an dès que c'est sorti. Vous me connaissez un peu, vous savez, je teste. Et depuis cet été, j'ai animé plusieurs webinaires à destination de managers essentiellement, qui voulaient en savoir plus sur ce qu'était l'IA et ce qu'ils pouvaient en faire, parce que je me rends compte qu'en France notamment, il y a encore assez peu d'informations données par les entreprises. Beaucoup de mes clients ou prospects me disent « Ah bah chez nous c'est interdit ». Oui, mais so what ? C'est interdit certes, n'empêche que vos collaborateurs, pour certains, me disent « Oui, enfin moi je l'ai installé sur mon PC, moi je l'ai sur mon téléphone, etc. » Donc il y a des contournements à l'utilisation de l'IA en entreprise. Certaines entreprises se disent « On attend encore un peu, ça va et on le mettra plus tard ». Mais il ne faut pas oublier que c'est une technologie qui avance très très vite et qu'on n'utilise pas comme ça juste avec un claquement de doigts. D'où donc cet épisode du jour, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que manager pour se préparer à l'utilisation de l'IA. Et je vais vous donner aussi des exemples concrets d'utilisation. Parce que alors, si vous allez taper un peu sur Google ou si vous regardez un peu les réseaux sociaux, vous avez juste l'impression que les articles qui ont été faits pour qu'est-ce que je peux faire avec l'IA ont été faits par l'IA. Alors on va vous dire automatiser des tâches, ça va vous aider à prendre de meilleures décisions, ça va vous permettre de faire ceci, cela, de travailler sur de la prospective, sur des prévisions, etc., etc. Mais on ne vous donne pas concrètement souvent des exemples. Ou alors, si vous êtes dans le marketing, la communication, alors là, ça pleut. Si vous êtes graphiste, pareil. Mais pour les utilisateurs de tous les jours, les managers d'entreprises qui ne sont pas forcément high-tech, ni dans la com, ni dans le marketing, là, c'est un petit peu le flou. Donc moi, je vais vous proposer des exemples très précis de ce que je fais et des réflexions aussi à mener, parce que utiliser l'IA, c'est bien, mais il y a aussi des choses moins bien, des risques à prendre en compte. Tiens, et d'ailleurs, si on prend l'angle des risques, et si on commence par ça, c'est une IA, c'est quelque chose qui a été entraîné par l'homme, et donc il faut savoir qu'il y a des biais dans l'entraînement qui a été fait, parce que ça a été fait essentiellement par des hommes blancs américains, en anglais. Voilà.
Donc vous avez un paquet de biais, alors inconscients hein, pour la plupart, qui ont été quand même faits dans le choix, par exemple, des données qui ont été utilisées. Donc il faut le savoir, parce que ça veut dire que dans les réponses que vous pouvez obtenir, il y a peut-être des choses qui ne sont pas sans biais, en tout cas. Il faut une certaine compétence aussi pour utiliser l'IA, c'est-à-dire que si vous allez juste poser une question comme dans Google, vous n'allez pas avoir une bonne réponse, et après, moi j'ai des gens qui me disent « ouais, ça répond n'importe quoi ». Oui, c'est comme tout. Si vous ne posez pas les bonnes questions, vous n'aurez pas les bonnes réponses. Et la meilleure façon d'essayer de s'entraîner à bien poser les questions, c'est d'imaginer que vous avez un stagiaire qui vient d'arriver chez vous, il ne connaît rien à votre activité, rien à votre entreprise, et vous souhaitez lui faire faire quelque chose, donc donnez-lui les instructions. Et c'est exactement pareil avec l'IA. Donc gardez ça en tête, il faut être très détaillé dans ce qu'on veut, le contexte, les données, qu'est-ce qu'on veut à la fin, sous quel format, etc., etc. Et là, vous allez avoir des choses pertinentes qui vont sortir. On a aussi des sujets sur l'éthique, la vie privée. On ne sait pas forcément toujours bien comment les données qu'on utilise sont utilisées. Donc, principe de prudence, si vous ne savez pas, vaut mieux éviter de mettre des choses personnelles, des choses nominatives, on va donc anonymiser les données, mettre des choses sans nom, sans numéro de téléphone, sans numéro de sécu et j'en passe. Et puis, si vous êtes en entreprise, si vous avez cette possibilité-là, je vous encourage à prendre des abonnements payants, parce que quand c'est gratuit, c'est vous le produit, ça c'est toujours valable, donc gardez-le en tête, quand c'est gratuit, c'est vous le produit, donc vos données sont utilisées, quelles que soient les applications qui vous font croire que non, c'est gratuit, mais je te prends pas tes données, ouais, alors ça c'est du pipeau. Donc pour l'IA, c'est exactement pareil, donc on va prendre plutôt des abonnements plus, paiement payant, premium, voire maintenant des abonnements pro, vous avez ChatGPT Teams qui est sorti, vous avez Copilot Pro qui est sorti pour le monde Microsoft, donc surtout, on va plutôt être sur ce genre de choses, d'abonnement, parce que sinon, si on prend un abonnement gratuit et qu'en plus on met des données sensibles, elles sont utilisées ensuite pour entraîner l'IA. Donc elles peuvent ressortir à un moment ou un autre, malgré les filtres, etc., qui ont été ajoutés depuis sa création. Donc on va faire très attention à ça. On va aussi s'assurer, quand on va poser un certain nombre de questions, de peut-être diversifier les sources de données. C'est-à-dire que peut-être qu'on va pouvoir poser des questions à ChatGPT, puis on va peut-être aussi poser des questions à Copilot. Moi j'utilise aussi d'autres applications, on en parlera un peu plus tard, comme Consensus ou bien Perplexity, pour avoir des sources de données différentes, et ainsi un peu croiser les résultats que j'attends, enfin en tout cas que j'ai reçus. Après, on est face à un système informatique, donc si on donne des données, et qu'elles ne sont pas propres, si vous mettez des fichiers, vous savez, on peut analyser des fichiers avec l'IA, si vous mettez un fichier Excel où les données ne sont pas cohérentes, où il vous manque des choses, où c'est pas clean, vous allez obtenir les résultats à la hauteur de ce que vous avez rentré. On dit, garbage in, garbage out. Donc forcément, si vous n'avez pas des données propres, si vous n'avez pas des données fiables en entrée, il n'y a aucune raison qu'en sortie, elles soient plus propres ou plus fiables. Donc de même que lorsque vous faites des analyses aujourd'hui dans Excel ou quand vous mettez des données dans Power BI ou autres outils d'analyse, il faut que les données soient sous un type précis et très propre, c'est exactement la même chose quand on demande des analyses à une IA, quelle qu'elle soit. Récemment, j'ai fait un exercice pour mes élèves où j'ai fait une simulation d'optimisation, de création déjà, d'une tournée de livraison en utilisant l'IA. Alors, le fichier qui était donné dans l'exercice, le manuel Nathan que j'utilise, alors il est certainement très bien quand on fait ça à la main, mais il n'est absolument pas optimisé pour être utilisé par une IA. Donc il a vraiment fallu que je retravaille le fichier des données d'entrée, qui était la liste des commandes à livrer avec leur point de destination, les poids et les quantités. Il a fallu que je retravaille intégralement le distancier, qui n'était pas dans un format qui pouvait être utilisé par l'IA. Et une fois que j'ai eu bien travaillé, et alors quand je vous dis intégrité des données, c'est assez pointu, c'est-à-dire que si jamais vous n'écrivez pas un mot, le nom d'une ville, exactement pareil, c'est-à-dire si vous l'écrivez tout en majuscule dans un fichier et tout en minuscule dans l'autre, et tout soit peu qu'il y ait un accent, hop, il est perdu. Donc il faut vraiment que ce soit exactement les mêmes données. On est sur un système informatique, il n'est pas là pour
interpréter ce qu'on a pu vouloir dire, hein, il a besoin de données précises. Et une fois que j'ai pu retravailler l'ensemble de ces fichiers, oui, effectivement, j'ai pu récupérer mes tournées de livraison. Mais ça m'a demandé un petit peu de travail sur la qualité des données que j'ai dû rentrer. Donc pensez à ça, la qualité des données, c'est essentiel. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je recommande moi aux managers, surtout ceux qui n'ont pas du tout de formation ou qui touchent pas trop à l'IA, c'est d'acquérir quelques compétences, parce que on entend beaucoup « Ah, il y a un risque de personnes qui vont perdre leur emploi, etc. » Je dis une chose, l'IA ne vous remplacera pas, mais quelqu'un qui sait l'utiliser, si. Parce que c'est là qu'on arrive, c'est que il y a de plus en plus de personnes qui apprennent à utiliser l'IA, et ça se fait très simplement en regardant gratuitement une vidéo sur YouTube, il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, et un peu de pratique. Et donc, demain, dans les postes qui vont arriver, si vous avez l'avantage de pouvoir utiliser l'IA, et quand ça va être installé dans votre entreprise, il y a des gens autour de vous qui savent déjà bien manier l'IA et qui ont déjà passé toute cette courbe d'apprentissage, ils vont être devant vous. Ils vont apprendre, ils vont savoir l'utiliser beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement que vous, et donc ils vont prendre la tête. Donc c'est à vous aussi de vous former, encore une fois. Il y a très peu d'entreprises qui ont formé les gens à l'utilisation d'Internet, à l'utilisation ne serait-ce que des mails, d'Excel ou de Word, je le vois moi encore tous les jours. C'est pareil pour l'IA, ne vous attendez pas forcément à avoir une formation très pointue. Prenez ce temps, c'est pas très long encore une fois, pour vous former. Il va falloir aussi former vos équipes, parce que si vous êtes manager, c'est pareil. Va falloir comprendre, qu'elles comprennent vos équipes, ce qu'ils peuvent faire avec l'IA. L'IA ne peut pas tout faire, elle ne peut pas tout comprendre. Encore une fois, elle ne va pas remplacer tout ce qu'on fait au quotidien, et heureusement. Mais on ne peut pas nier l'impact important de l'IA dans le quotidien, plus ou moins proche de nos collaborateurs. Alors je sais qu'en France, encore une fois, on est ultra frileux à la prise en main, mais pendant ce temps, ailleurs dans le monde, et pas si loin de chez nous, autour de nous, là c'est plus autorisé, et la révolution elle est déjà en marche, donc on peut toujours essayer de se cacher derrière son petit doigt, mais c'est pas du tout la technique que je préconise, en se disant c'est pas autorisé dans mon entreprise, oui mais ça va durer qu'un temps, et quand on va commencer à se rendre compte qu'on a des concurrents qui ont des gains de productivité significatifs, qui peuvent avoir des prix beaucoup plus bas sur telle ou telle prestation, tout simplement parce qu'ils ont complètement automatisé certaines tâches, avec l'IA, je pense que les entreprises vont devoir rattraper leur retard, et là, ça va faire du mal. Donc l'idée, c'est de se dire comment ça peut m'impacter et comment ça peut impacter mes collaborateurs. Et pour ça, c'est assez simple en fait, c'est d'apprendre un minimum, encore une fois, à intégrer les compétences de l'IA, qu'est-ce que ça peut faire, qu'est-ce que ça ne peut pas faire, et ensuite de lister tout ce que soi-même on fait et tout ce que ses collaborateurs font, ils peuvent même participer à la démarche, de façon à voir ce qui peut être sous-traité, entre guillemets, ou délégué à une IA aujourd'hui ou demain. Et c'est pas forcément une tâche entière, mais ça peut être une petite partie d'une chose. Je sais pas moi, synthétiser des données, faire un résumé avant de faire un reporting, etc. Peut-être que cette partie de synthèse des données, c'est peut-être l'IA qui peut vous le faire. C'est de voir vraiment à l'intérieur d'un sujet toutes les petites sous-tâches et de regarder ce qui pourrait être automatisé, vous faire gagner du temps. Et c'est surtout en général des tâches où vous n'avez pas une grande valeur ajoutée, donc on va privilégier ça. L'idée, c'est qu'ensuite, on puisse vraiment prendre des décisions qui vont être basées sur la connaissance réelle qu'on a de l'IA, sachant que, pour corser le tout, c'est que dans le monde de l'IA, ça bouge très très vite. Personnellement, moi j'ai beau faire de la veille tous les jours, j'arrive encore à être complètement larguée régulièrement, et c'est très très difficile de suivre, et c'est aussi très difficile d'avoir des formations pointues. Alors si vous trouvez des experts de l'IA, fuyez, parce que vu que ça change tous les jours, il n'y a pas d'experts. Il y a des gens qui connaissent très bien, oui, mais les experts autoproclamés de l'IA que je vois passer sur LinkedIn ou autres, méfiance, ça change tous les jours, et donc faites très très attention, parce que la vérité d'hier n'est pas celle de demain. Ensuite, on va apprendre donc à utiliser cette IA, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut l'utiliser, nous et nos collaborateurs. Encore une fois, avec beaucoup de précautions, ça ne va pas remplacer les gens du jour au lendemain,
Il y a beaucoup de choses qui ne pourront jamais, enfin en tout cas dans l'état actuel de l'IA, être déléguées. Donc faites bien attention. L'idée c'est que vraiment vous puissiez tirer parti de l'IA dans des activités qui sont pas très gratifiantes, et puis que vous puissiez ensuite passer plus de temps de cerveau sur des sujets où vous avez une réelle valeur. Moi, je préconise souvent d'analyser vos besoins, identifier vraiment là les processus que vous avez, là où il y a des tâches qui pourraient être automatisées, il y a des tâches où c'est vraiment chronophage avec un résultat, c'est nécessaire de le faire, mais c'est long et franchement les gens ils vous disent voilà, c'est pénible. J'ai eu récemment, on parle beaucoup de l'IA dans les services clients, et moi je pense que oui, il y a vraiment des choses à faire, et quand je parle de process, je vais vous donner un exemple extrêmement simple, qui n'est pas lié pour le coup à l'utilisation de l'IA, mais qui peut peut-être vous donner une idée de comment orienter votre réflexion. Parfois, vous devez appeler un service client au téléphone. Et donc, il y a la version « je donne mon numéro de client à chaque interlocuteur », on me demande 15 fois le but de mon appel, mes identifiants, etc. Et puis, il y a la version où vous appelez, votre numéro de téléphone est reconnu et on vous dit « bonjour Madame XY », l'opérateur a directement accès à votre dossier et aux dernières informations, aux démarches, aux commandes, et on ne vous balade pas entre 15 services. Voilà ce que moi j'entends par améliorer l'expérience client. Il y a du travail à faire, mais sachez qu'avec l'IA, c'est tout à fait possible, par exemple. Donc l'idée, c'est de vous dire comment est-ce que je peux améliorer les choses pour mes collaborateurs, dans l'analyse de vos besoins, mais surtout, comment est-ce que je peux aussi améliorer la vie de mes clients, puisque c'est quand même ça qui va faire marcher le business. Alors clients internes compris, pas juste les clients externes. Mais il n'y a rien de plus horripilant quand on sait ce que la technique peut faire, quand vous devez retaper, réécrire, représenter, vous redonner vos numéros 20 fois. Vous l'avez tous vécu. Il y a des choses qui sont, à bout d'un moment, en tout cas quand on sait comment c'est simple à mettre en place et ce qui est possible de faire, c'est juste insupportable. En tout cas, c'est ma vision. Alors une fois que vous avez analysé vos besoins, vous allez aussi définir des objectifs et des priorités, parce que vous n'allez pas tout faire en même temps. Il y a peut-être des tâches qui sont effectivement chronophages, mais le temps de trouver le bon outil, ça va être tellement long que le retour sur investissement, c'est pas gagné. Donc on va être assez pointu sur la définition de ces objectifs. On va essayer de faire ça comme d'habitude, de façon précise, mesurable et avec un timing, par exemple. On va se poser des questions, alors pour faire tout ça, qu'est-ce que je fais régulièrement qui n'est pas valorisant dans ma fonction, qu'est-ce que je fais où j'ai pas de valeur, qu'est-ce qui est répétitif et barbant. Donc faites vos listes là-dessus et voyez ce qui ressort, valable aussi pour vos collaborateurs, et puis cherchez, comme je le disais tout à l'heure, la petite sous-tâche. Ensuite, vous allez pouvoir rechercher des infos sur la façon de déléguer ces tâches à l'IA, puisque soit par votre veille, soit parce que vous avez une formation, mais vous pouvez aussi demander directement à l'IA. Vous pouvez très bien dire à ChatGPT, écoute, voilà, je travaille dans tel service, voilà la liste des choses à faire. Encore une fois, vérifiez que vous avez bien un compte pro et que vos données, vous pouvez quand même les partager. J'ai ça et ça et ça à faire, j'aimerais pouvoir te déléguer ça, comment je m'y prends ? Et lui, il va vous donner, il va vous définir le prompt, il va vous dire les données dont il a besoin pour pouvoir le faire à votre place. Donc n'hésitez pas à lui poser la question, parce que il sait mieux que nous ce dont il a besoin. Et sachez aussi qu'il travaille par étapes. C'est de plus en plus vrai. Il y a quelques mois, on pouvait lui donner une tâche assez complexe à faire d'un seul coup avec les données, et puis y aller. En ce moment, il y a des problèmes, je dirais pas des problèmes, mais une répartition différente, on va dire, des ressources qui sont allouées à ChatGPT, ce qui fait que certains disent « ouais, c'est plus long, les données sont pas bonnes, les réponses pas terribles, etc. » Non, en fait, c'est qu'il va falloir les découper plus, et au lieu de donner un projet avec ce qu'on appelle un prompt, c'est la façon de le questionner qui va faire 45 lignes avec tout ce qu'on veut faire, vous allez devoir découper tout ça un petit peu plus par étapes, et vous en sortirez très très bien. Voilà. Alors, on parlait de prompts, donc rédiger des prompts efficaces. Ces prompts, c'est la façon de questionner. Et encore une fois, reprenez l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure du petit stagiaire.
C'est-à-dire qu'on va lui dire dans quel contexte on est, à quelle fonction, qu'est-ce qu'on attend, mais hyper précisément de lui. Sous quel format? Est-ce qu'on attend juste un texte? Est-ce qu'on veut un fichier Excel? Est-ce qu'on veut un PowerPoint? Est-ce qu'on veut une image, puisqu'il peut le faire? Si on a des données de base, on va lui donner, alors pareil, des fichiers, des PDF, des fichiers Excel, des photos, etc., etc. On va être très très précis et on va lui dire aussi à qui on s'adresse. Si on a une audience qui est suivie, on va pas s'adresser de la même façon à des enfants qu'à des adultes, à des adolescents, à des professionnels, à des retraités, etc. Donc quel que soit le métier dans lequel vous êtes, précisez bien aussi votre audience. Encore une fois, vous pouvez trouver tout un tas d'informations sur Internet ou me contacter si besoin. Alors moi je vais vous donner une petite liste personnelle des outils que j'utilise et je vais vous expliquer un petit peu après ce que j'en fais. Donc j'utilise ChatGPT version plus, j'essaye désespérément de passer à Copilot Pro, mais il semble que bien que j'ai un compte Microsoft, je n'arrive pas à m'abonner à Copilot puisqu'on me dit que je n'ai pas de compte Microsoft, mais ça c'est les bonheurs de Microsoft et je sais pourquoi je déteste cette société et ses produits, mais bon, de temps en temps je suis obligée de les utiliser avec mes clients notamment. Et avec ChatGPT, je fais des GPTs, c'est-à-dire des petits agents très spécialisés dans une tâche. Dans la version Copilot, ça s'appelle des Power Virtual Agents. Dans le Studio Copilot, c'est très cher par contre, côté Studio Copilot, si vous le voulez, je crois que ça commence à 200 € par mois. C'est très très cher pour l'utiliser, en tout cas pour les particuliers. J'utilise une autre application qui s'appelle Agen, qui me permet de faire, j'ai cloné mon corps, j'ai cloné ma voix. Je pense que si vous avez vu mon podcast et ma vidéo sur le SWOT, vous avez pu voir, puisque je vous le disais à la fin, que ce n'était pas moi qui vous parlais, mais mon avatar. Donc ça, je l'utilise pour faire des formations, pour faire des communications. J'utilise perplexity.ai pour faire des recherches avec des sources variées. Alors personnellement, et peut-être que j'ai un biais de ce côté-là, j'ai l'impression que ChatGPT, maintenant qu'il est branché directement sur Internet, quand il nous donne des résultats, il me sort plutôt la liste des liens sponsorisés proposés par Google, sans une vraie recherche approfondie. Encore une fois, j'ai peut-être un biais, mais moi ça s'est avéré vrai plusieurs fois. Donc comme j'ai pas envie de retester 15 fois, maintenant je vais utiliser d'autres outils, notamment Perplexity, pour lequel en tout cas je n'ai pas trouvé ce biais de me proposer les liens sponsorisés de Google. Si j'ai besoin de faire des recherches sur des études médicales, scientifiques, psychologiques, j'en passe et des meilleurs, je vais utiliser une application qui s'appelle consensusapp.ai et là on accède absolument à toutes les recherches. Alors, il vous donne la liste, c'est-à-dire que vous allez lui dire j'ai une question, je sais pas moi, quelle est l'utilisation de l'IA chez les managers. Alors là je pense que je vais pas avoir beaucoup d'études scientifiques encore, mais enfin l'idée c'est ça. Et derrière il va vous faire un court résumé, en général il vous met quelques lignes, dans lequel il va présenter des petits chiffres, des petits index, et puis derrière une liste très précise d'articles. En l'occurrence, là ce seront donc des recherches scientifiques, médicales, en fonction de ce que vous avez mis comme sujet. Charge à vous ensuite d'aller lire quand même ces documents, d'en faire une synthèse et d'aller voir si effectivement ça répond bien à vos besoins. Il fait pas la synthèse de tout, il vous donne pas un truc tout prêt ou faire copier-coller pour votre thèse, ça va pas le faire. Néanmoins, voilà, il vous donne tout un tas de choses et puis charge à vous ensuite de faire travailler votre esprit, parce qu'on en a encore un. Donc faut pas hésiter. À voir aussi que certaines fois il tombe un petit peu à côté, parce qu'encore une fois, vous savez comment ils ont entraîné un chat GPT, une IA, c'est sur la probabilité des mots suivants, et parfois, ça marche pas à 100% tout le temps. Mais en tout cas, pour faire la liste du matériel que vous allez pouvoir ensuite étudier, on gagne un temps fou. Moi je sais que je l'utilise beaucoup en formation où j'aime bien avoir des chiffres backupés, pas des trucs que j'ai lus dans Elle ou je sais pas où on se demande souvent où est-ce que les chiffres sont allés, quelles études sont vraiment derrière, qui c'est qui a vraiment fait le sondage, quel est l'échantillon, tout ça on l'a pas. Donc je vais chercher un petit peu plus loin et avec Consensus, j'ai vraiment ce dont j'ai besoin. J'utilise aussi beaucoup une autre application qui s'appelle Ask Your PDF et d'ailleurs c'est même un petit plugin dans Chrome maintenant pour moi. Ça me permet en fait de résumer des documents PDF, d'en extraire un certain nombre d'informations que je vais donner à ChatGPT parce que ChatGPT, même si maintenant on peut lui donner des PDF, très souvent il vous dit qu'il peut pas les lire parce qu'il y a un problème de format, il y a un problème de ci, il y a une image, enfin bref, ça va pas bien. Avec Ask Your PDF, vous mettez votre PDF, ça va vous donner un code que vous rentrez ensuite dans ChatGPT et puis là ça va beaucoup mieux. On peut aussi utiliser Ask Your PDF tout seul pour extraire des données des PDF qu'on lui a données.
pour pouvoir traiter même plusieurs PDF qu'on aura mis dans une petite bibliothèque et faire des recherches dessus. Moi, je trouve ça très bien. J'utilise aussi l'application Knowledge, N-O-L-E-J, et j'en avais parlé dans l'épisode que j'avais fait sur l'IA pour la formation. Je m'en sers pour faire des supports de révision et d'apprentissage ludique pour mes élèves à l'école. Ils adorent ça. Je mets pareil là un PDF d'un de mes cours, et puis ensuite ça va sortir tout un tas de formats, de questionnaires, de quiz, de résumés, de glossaires. En tout cas, mes élèves, ils adorent. Copilot dans Excel, en anglais, dans Word, dans Outlook. Donc, si vous parvenez à l'installer, en tout cas, j'ai vu un certain nombre de vidéos, c'est assez bluffant, ça permet de faire pas mal de choses. Je l'ai testé un petit peu dans Word, c'était plutôt pas mal. À voir ensuite si vous obtenez plutôt la version pro, pour avoir plus de possibilités et surtout quelque chose de plus fiable et sécurisé. J'utilise aussi une autre application qui s'appelle Firefly. Alors, ce n'est pas le Firefly de Adobe, c'est un autre Firefly qui me permet en fait, j'invite quelqu'un, j'invite une AI dans mes webconférences, et puis cette intelligence artificielle va me faire le résumé, un compte-rendu, un plan d'action, me faire un transcript complet de tout ce qu'on a dit, quelle que soit la langue, me donner aussi qui a le plus parlé, le ton de la réunion, j'en passe et des meilleurs. C'est vraiment très très pratique. Je l'utilise notamment maintenant quand je fais des interviews en podcast. Avant, faire des parties de retranscription, prendre les notes, etc. Ça me prenait énormément de temps. Aujourd'hui, je gagne beaucoup de temps. Alors, il faut quand même regarder, parce que c'est pas non plus fiable à 3000%, mais on a déjà une bonne trame et ça me permet vraiment de construire là-dessus et de pas forcément avoir tout réécouté plusieurs fois avant de pouvoir récupérer toutes les infos, donc c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on fait attention à ces données, c'est même si on est sur des contrats plus, tant que vous n'êtes pas vraiment sur du pro, ils ont beau dire qu'ils commencent à être respectueux de ci, de là, de machin, mettez quand même pas des données avec des noms et des numéros de téléphone ou des numéros de sécu ou des comptes bancaires ou des choses comme ça. J'ai suivi un webinaire il n'y a pas très longtemps d'un cabinet comptable qui montrait comment il utilisait l'AI, donc il utilise ChatGPT sur beaucoup de tâches. Après, il expliquait aussi son fonctionnement, de faire des choses anonymisées, etc., etc. Voilà, ils font quand même beaucoup de précautions. Alors, quelques cas concrets d'utilisation que moi j'utilise, donc des résumés de documents, un type PDF, des réalisations de drafts de présentation, j'ai tel sujet, dans tel contexte, encore une fois telle audience, etc., etc. Je voudrais faire une présentation PowerPoint ou autre, donne-moi un plan, par exemple. Des recherches sur un sujet, comme je vous le disais tout à l'heure. On peut faire aussi créer sa veille sectorielle et recevoir un petit mail automatisé tous les matins en disant voilà, je suis dans tel secteur, fais-moi une liste des articles qui sont sortis hier soir. De l'analyse de données, donc à base d'un fichier Excel qu'on va mettre propre, encore une fois, pour pouvoir récupérer des graphiques variés, des analyses, etc., etc. Des recommandations sur la base de données chiffrées, sur des progressions, des politiques à appliquer, des résumés d'une réunion en ligne, des plans d'action, traduction de documents, du brainstorming, très intéressant le brainstorming. Encore une fois, il y a beaucoup d'idées qui vont sortir, vous dites, oui, ça ok, je le sais, mais il va y avoir aussi peut-être, 15, 20, 30% d'idées. Vous n'en auriez jamais eu l'idée, c'est le cas de le dire, surtout si vous êtes tout seul en indépendant. Très intéressant, des drafts de posts pour les réseaux sociaux, moi j'ai horreur de faire ça et ChatGPT mène bien. L'analyse de texte, des propositions d'optimisation, parfois j'utilise donc j'écris des textes pour le blog, ou ne serait-ce que le résumé de mes podcasts. Et puis, j'ai trouvé un petit GPT qui me permet d'optimiser un peu mon texte, d'avoir un peu des mots-clés, dans l'idée d'être un petit peu mieux placé dans le SEO. Correction de texte, répondre à des emails aussi, donc certaines personnes ont branché ça. Moi personnellement, je suis encore un petit peu frileuse par rapport à ça. Définition de persona, ça je l'ai fait pour moi-même et pour d'autres. On peut aussi lui mettre toutes ces tâches de votre agenda et par rapport à vos objectifs personnels pour qu'il priorise un peu tout ça, des synthèses de notes de réunion. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses que moi personnellement je fais, que j'utilise au quotidien. Je vous ai parlé aussi des vidéos avec Agen, des recherches, etc. Des choses concrètes, c'est pas des choses, on pourrait faire ça avec des mots compliqués qu'on ne comprenait pas du tout où on va chercher. Non, il y a vraiment des choses très concrètes à faire au quotidien pour gagner du temps, et même si vous ne voulez pas l'utiliser au travail mais qu'à la maison, vous aider à faire votre liste de courses, vous aider à faire un plan de menu,
ce sont des choses que ChatGPT peut tout à fait vous aider à faire, enfin ChatGPT et consorts, ça peut être Claude, Bard, etc., etc. Voilà un petit peu mon point de vue sur l'IA et ce que vous pouvez en faire. Surtout, préparez-vous à l'utilisation massive de l'IA dans nos quotidiens. Préparez-vous. Ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres personnes, à le liker, le commenter et mettre une revue sur aussi Apple Podcast pour mieux faire connaître ce podcast. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bye bye.